attribuer une note à cette saison de votre équipe, laquelle vous donnerez? C'est toujours un jeu un peu difficile. Moi, en tout cas, ce que je retiens de cette saison, d'abord, c'est le fait d'avoir réussi à renouer avec la victoire sur la course la plus importante du calendrier, le Tour de France. Je crois que ça représente beaucoup parce qu'il y a la catégorie de ceux qui gagnent sur le Tour et il y a les autres. On n'est pas regardé de la même façon quand on brille sur les routes du Tour de France que quand on n'y arrive pas. Et c'est vrai que cette malédiction qui pesait sur l'équipe Cofidis depuis 2008, c'est-à-dire des places d'honneur, des deuxièmes places, des échappées. On est venu frôler la victoire à plusieurs reprises, mais voilà, jamais sur le podium. Quand vous arrêtez votre carrière, comme ça a été mon cas en 2007, eh bien, on vous parle que des victoires sur le Tour de France. Allez, parfait. Bon, bonjour Cédric. Bon, premièrement, comment ça va et quelle est un peu l'actualité du moment chez Cofidis? Bonjour, eh bien, ça va plutôt bien. On est content d'avoir terminé cette saison 2023 qui a été intense pour nous, pour tout le monde, hein. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les saisons sont intenses, sont longues, sont prenantes. Et donc là, les coureurs, pour certains, sont encore en période de récupération, de repos ou de vacances. Le staff souffle aussi un peu et on prépare déjà la prochaine saison avec notre présentation d'équipe qui aura lieu le vendredi 8 décembre prochain. Dans la foulée, le premier stage kick-off en Espagne. Et puis le mois de janvier va arriver rapidement et le Tour Down Under, l'Australie, et voilà, ça sera reparti pour un tour. Ouais, très bien. Bon, premièrement, avant de s'attarder sur 2024, un petit retour sur votre saison 2023. Quelques chiffres quand même sur cette saison. Vous finissez 14e du classement UCI. Vous avez gagné 14 victoires, ce qui vous place parmi les équipes qui ont le moins gagné en World Tour. Mais en revanche, il y a ces 2 victoires sur le Tour et la victoire sur la Vuelta. Heu, allez, si vous devriez attribuer une note à cette saison de votre équipe, laquelle vous donneriez? C'est toujours un jeu un peu difficile. Moi, en tout cas, ce que je retiens de cette saison, d'abord, c'est le fait d'avoir réussi à renouer avec la victoire sur la course la plus importante du calendrier, le Tour de France. Et quand on a vu Victor Lafay s'imposer à San Sébastien, quand on a suivi la chevauchée fantastique de Yon Izagirre, je pense que ça a vraiment remis Cofidis sur le devant de la scène. C'est une saison où Brian Cocard a pour la première fois aussi levé les bras en UCI World Tour, en première division. Et on a conclu cette saison en beauté avec la victoire de Jesus Serrada sur les routes de la Vuelta. C'était pas la première fois qu'il gagnait sur la Vuelta, c'est un habitué, mais il a mis la manière. Donc, si on regarde l'intensité des victoires, je pense qu'on n'a jamais connu pareille intensité depuis 2018, c'est-à-dire la date à laquelle j'ai pris les commandes de l'équipe. Et il y a eu vraiment une forte intensité, beaucoup d'émotions et surtout des victoires de très haut niveau. Après, si on s'arrête à la quantité de victoires, oui, on peut dire que bah, il y en a qui ont gagné plus que Cofidis. On en a gagné 14 avec 9 coureurs différents. J'inclus aussi les victoires de l'équipe féminine parce que là, on parle de l'équipe UCI World Tour, mais Cofidis aujourd'hui, c'est pas uniquement une équipe d'hommes, c'est aussi une équipe de filles, c'est une équipe d'handisport. Et donc, les deux autres équipes ont contribué à faire rayonner Cofidis à des périodes peut-être où les hommes avaient un petit peu plus de mal à émerger. Bon, s'il faut donner une note, moi je donnerais une note proche de 8 sur 10 parce que je ne peux pas donner plus que 8 sur 10 évidemment parce que ben, on n'a pas gagné 25 victoires ou 40 victoires comme UAE, Jumbo et compagnie. Sauf que c'est vrai que dans le circuit aujourd'hui, il y a deux équipes qui étouffent tout le reste du peloton. Et ces deux équipes, vous les connaissez, c'est UAE et c'est Jumbo. Et quand on regarde le classement par équipe, on s'aperçoit qu'il y a deux équipes qui sont totalement hors catégorie, qui sont un peu l'équivalent du PSG en Ligue 1 en France. C'est-à-dire qu'elles sont tout là-haut, intouchables, on ne peut rien faire. Quand elles sont au départ d'une course, eh bien, elles trustent toutes les places, hein. Pour preuve, la Vuelta, par exemple, ça fait, je pense, très longtemps qu'une équipe n'avait pas réussi à faire 1, 2, 3 à la Vuelta.
reléguant les autres équipes au rang de cyclotouristes quasiment. Donc dans un contexte comme celui-là, c'est pas toujours facile de tirer son épingle du jeu et on a fait notre maximum. On a peut-être marqué un peu le pas après le Tour de France où on a eu cette adrénaline qui était forte. Derrière, on a eu un petit peu plus de mal à terminer la saison sur des courses faciles, d'un niveau moindre où on n'a peut-être pas suffisamment, été chercher des accessites. Mais en tout cas, la saison reste quand même une belle saison. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient, comme Cofidis, aimé gagner 2 étapes sur les routes du Tour de France et là, je peux vous dire qu'on a fait des envieux. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, eh bien, aimeraient bien être à la place de Cofidis au moment de tirer les bilans. Donc non, cette saison, pour moi, est une saison charnière parce qu'elle concrétise tout le travail qui a été fait par toutes les équipes depuis des années. Elle remet Cofidis sur le haut de la scène avec les victoires au Tour de France et maintenant, on a hâte de voir ce qui va se passer en 2024 et au-delà. Mmh. Et vous l'avez déjà évoqué, bon, forcément, c'est 2 victoires sur le Tour. Pour rappel, c'est bon, ça a en quelque sorte enlevé la malédiction qui l'équipe n'avait plus gagné depuis 2008 sur les routes françaises. Hem, Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 2 victoires? Bah, je crois que ça représente beaucoup parce qu'il y a la catégorie de ceux qui gagnent sur le Tour et il y a les autres. Et quand on est, cycliste professionnel, quand on est une structure, professionnelle du vélo, eh bien, on n'est pas regardé de la même façon quand on brille sur les routes du Tour de France que quand on n'y arrive pas. Et c'est vrai que cette malédiction qui pesait sur l'équipe Cofidis depuis 2008, c'est-à-dire des places d'honneur, des deuxièmes places, des échappées, on est venu frôler la victoire à plusieurs reprises, mais voilà, jamais sur le podium. Quand vous arrêtez votre carrière, comme ça a été mon cas en 2007, eh bien, on vous parle que des victoires sur le Tour de France. Toutes les autres, malheureusement, elles passent un peu aux oubliettes. Votre famille, bah, connaît, vos résultats sur les autres courses, vos amis, les organisateurs de ces courses qui ont beaucoup de mérite parce que, évidemment, il y a pas que le Tour de France dans la saison. Il y a plein de gens qui font des choses magnifiques. Mais pour le grand public, pour le monde entier, quand vous prenez un avion, quand vous discutez avec un étranger en Italie, aux États-Unis, n'importe où, c'est le Tour de France qui revient toujours dans les discussions. Et aujourd'hui, eh bien, on a vu Victor Lafay faire la nique à Wout van Aert, à Pogacar sur la ligne d'arrivée à San Sébastien. Et ça, c'est vraiment, c'est une image formidable parce que Victor a saisi crânement sa chance sous la flamme rouge. Il va pouvoir refaire la même chose pendant 20 fois, ça ne marchera pas. Parce que voilà, moi, le coup de la Châtre, je l'ai fait une fois en 97, je l'ai retenté dans toute ma carrière, ça n'a plus jamais marché. Parce qu'évidemment, il y a l'effet de surprise. Et puis, une fois que vous arrivez sur le top, eh bien, les adversaires vous laissent plus autant de marge de manœuvre. Mais il fallait l'audace, il fallait le culot pour le faire. Et chapeau à lui. Il fallait la force aussi, hein, parce que sur ce dernier kilomètre, il a quasiment roulé à 60 km/h. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Donc, ça l'a fait rentrer dans la catégorie des vainqueurs d'étapes sur les routes du Tour de France. Il a déjà gagné sur le Giro. Je lui souhaite à l'avenir de rééditer cet exploit sur la Vuelta. Et puis, bah, il rentrera dans le cercle très fermé des vainqueurs d'étapes sur tous les grands tours. Et il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a eu aussi cette chevauchée de plus de 30 km de Yon Izagirre, bien protégé par Guillaume Martin. Ça a montré une solidarité au sein de l'équipe Cofidis. Et puis là, on a vraiment pu savourer parce que autant la victoire de Victor était furtive, elle a duré 1 minute 60 secondes, hein, c'était très rapide. Euh, Moi, j'étais dans le bus avec Raphaël Jeune, notamment de notre équipementier de Look, et on y a cru qu'à quasiment 200 mètres, parce que, OK, il attaque à la flamme rouge, mais derrière, il y a les jumbos qui contrôlent, etc. Et donc, ça a duré 200 mètres. C'est furtif, c'est intense, c'est formidable. Et la victoire de Izagirre, elle est différente parce que pendant 30 kilomètres, on sent qu'il est en train de construire quelque chose de formidable. On se dit qu'on est dans une bonne spirale, que c'est notre Tour de France. Guillaume Martin est au contrôle derrière. Et là, honnêtement, je pense que quand il aborde les 10 derniers kilomètres, on sait que, sauf accident, c'est gagné. Donc là, on a vraiment pu savourer aussi. Et puis c'était aussi une manière d'enfoncer le clou en disant voilà, la victoire de Victor à San Sébastien, c'est pas un coup de bol, c'est pas un hasard, c'est que là on enfonce bien le clou. Cofidis est bien et bien revenu sur le devant de la scène avec deux coureurs capables de s'imposer au plus haut niveau.
Donc pour moi, ces 2 victoires, elles sont symboliques parce que si on a réussi à le faire en 2023 sur les routes du Tour de France, il y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire sur un monument en 2024, en 2025. Il y a pas de raison qu'on réédite pas ces exploits, face aux plus grands sur d'autres épreuves. Parce que gagner une étape sur les routes du Tour de France aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment difficile. On le voit, regardez le nom des vainqueurs d'étapes, il n'y a pas d'intrus. Il n'y a pas d'intrus, il n'y a jamais de surprise. Ce sont vraiment des coureurs de très haut niveau. Et aujourd'hui, eh bien, ça légitimise tout le travail qui a été fait. Et puis surtout, ça nous propulse sur le devant de la scène avec plein d'ambition, peut-être pour réintégrer le top 10 des équipes, pour essayer d'aller chercher un maillot bleu-blanc-rouge pour les hommes, parce qu'on l'a fait avec Victoire Berthaud chez les filles au bout de 2 ans. Et cette énergie, elle se retrouve avec l'équipe féminine qui, elle aussi, a monté en puissance et avec notre équipe paralympique qui est toujours au top avec plus de 20 succès cette saison 2023 encore, avec l'objectif des Jeux olympiques pour beaucoup de nos athlètes en 2024. Mmh. Et pour rester un peu sur ces victoires du Tour, sans parler de l'équipe, est-ce que vous, en tant que manager, ça a enlevé quand même un certain poids qui était sur vos épaules? Un poids, oui et non, parce que moi, ça faisait pas 16 ans que j'attendais la victoire d'étape sur les routes du Tour de France. J'étais là que depuis 2018 et quand on connaît le cyclisme professionnel de première division aujourd'hui, on sait très bien qu'avec un coup de baguette magique, on peut pas y arriver en 2 ans, 3 ans. Vous voyez, ça m'a pris 5 ans, 5 ans de travail acharné pour y arriver. On avait gagné sur le Giro avec Victor, on avait gagné avec Rezos sur la Vuelta. On a beaucoup réfléchi sur la composition d'équipe. On savait qu'avec un départ au Pays Basque, la présence de Yon Izagirre, ça allait donner vraiment une énergie folle à l'ensemble de l'équipe, parce que ça, c'est important. On sait que les frères Izagirre marchent toujours chez eux au Pays Basque, et voir le départ du Tour de France au Pays Basque, c'était plutôt bien pour nous. J'avais un pressentiment. Ça n'a pas marché pour Yon, Pays Basque. Il s'est peut-être mis trop de pression. Il était pas au top. Et donc, on se rend compte au final que c'est Victor qui a été chercher tout simplement le, la victoire. Et moi, je reste persuadé que le fait d'avoir sélectionné à la dernière minute Victor sans avoir contractualisé son avenir, c'est la clé de la réussite. C'était déjà comme ça sur les routes du Giro. Il avait une clause spéciale que s'il gagnait une étape sur le Giro, son salaire n'était pas le même que s'il gagnait pas. Et Victor est un coureur qui a besoin d'une carotte en permanence. Donc, on s'est dit, OK, si Victor gagne et qu'il signe dans une autre équipe, au moins, eh bien, il aura gagné avec le maillot Cofidis. On a pris le risque parce que c'est vrai que sélectionner un coureur qui n'a pas formalisé son contrat, c'est toujours un petit peu un crève-cœur parce qu'on se dit, est-ce qu'il va jouer la carte de l'équipe? Est-ce qu'il va pas être trop individualiste? Est-ce qu'il va penser au groupe? Là, on s'est dit, en termes de puncher, il y en a un chez nous qui a la capacité d'aller gagner, c'est Victor Lafay. Donc, contrat signé ou pas signé, on s'est dit, on va le mettre. Et puis, on sait que Victor, eh bien, il sera motivé comme pas possible parce que ben, il joue aussi son avenir. Et je pense que je maintiens ce que j'ai dit. Si Victor avait signé avant le Tour de France, il n'aurait probablement pas eu cette rage sur cette ligne d'arrivée à San-Sébastien. Donc aujourd'hui, eh bien, notre stratégie a été la bonne et on ne gagne pas par hasard sur les routes du Tour de France. Ça veut dire que la direction sportive a fait du super boulot, la performance a fait du bon travail, les mécaniciens, les assistants. Voilà, je pense qu'il y a un groupe qui prend beaucoup de plaisir à vivre ensemble. Il y a eu beaucoup de changements aussi d'effectués au sein de l'équipe. On a intégré de nouveaux talents et tout ça, eh bien, ça donne un résultat qui est magique parce que gagner 2 étapes, et on en rêvait évidemment, mais on croyait que ça allait rester au stade de rêve. Et, euh, et donc, je ne vais pas dire que c'est un aboutissement parce qu'on ne s'arrête pas là. Moi, personnellement, en 2007, quand j'ai gagné ma deuxième étape sur les routes du Tour de France, je savais qu'il fallait que j'arrête ma carrière à ce moment-là. Et je disais là, moi, je me suis pas dit le soir de la victoire de Yon Izagirre, c'est bon, j'ai rempli ma mission, stop, j'arrête ma mission de manager de l'équipe, parce qu'il y a encore plein d'autres belles victoires à aller chercher. Et comme je vous le dis,
Je pense un maillot jaune sur les routes du Tour de France, c'est aussi un objectif pour l'équipe Cofidis et aller chercher un monument. Je crois qu'un monument, c'est quelque chose d'important. Une fois qu'on aura été chercher un maillot jaune, on aura été chercher un monument, là peut-être que je me dirais: «Bah, je vais passer la main à quelqu'un d'autre». Ouais. Et pour, rester un peu sur Victor Lafay, donc vous l'avez évoqué, il risque, c'est pas encore officiel, mais de signer chez AG2R. On a eu quelques échos à travers certains médias et compagnie, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le cas Victor Lafay et bah, tout simplement pourquoi vous avez pas réussi à le retenir? Bah, en tout cas, Victor ne fera pas partie de l'équipe Cofidis l'année prochaine parce que nous, on a officialisé notre effectif avec 30 coureurs et Victor fait pas partie de ces 30 coureurs. Donc, l'UCI nous autorise un maximum de 30 coureurs, donc malheureusement, on peut pas travailler avec lui. Donc, non, non, nous, on a toujours eu des discussions très constructives avec Victor, avec son entourage. Évidemment, on a bataillé pour essayer de le garder au sein de notre équipe, mais pas non plus de façon déraisonnée. On a vu dans la presse des chiffres d'1,5 million annoncés. Nous, on n'a jamais proposé 1,5 million parce qu'aujourd'hui, la valeur de Victor, c'est pas 1,5 million. Même si c'est un bon coureur, même s'il a gagné sur le Tour de France, il faut pas non plus tomber dans une forme de déraison. On a vu en fin de saison que Victor, bah, il avait aussi un petit peu de mal. Et un coureur qui a 1,5 million de salaire, il se doit quand même d'être présent plus régulièrement que ne l'est pour l'instant Victor Lafay. J'espère que ben, il arrivera à être plus régulier et peut-être qu'à ce moment-là, il y a une équipe qui lui proposera ce tarif-là. Nous, on lui a proposé un projet et je pense que Victor, après 6 ou 7 ans, je crois, dans l'équipe Cofidis, parce qu'il est arrivé aussi en 2018, eh bien, avait aussi envie de changer d'air. Et ça, je peux le comprendre parce que j'ai aussi été coureur cycliste pendant 15 ans. Et honnêtement, aujourd'hui, on ne peut plus imaginer qu'un coureur fasse toute sa carrière dans une équipe. Il a besoin, tous les 3, 5 ans, de retrouver la motivation. En règle générale, parce qu'il y a toujours des exceptions, hein, David Moncoutier a fait toute sa carrière chez Cofidis, donc il y aura toujours des coureurs. Regardez Geraint Thomas, par exemple, il continue chez Ineos, ça fait des années aussi qu'il est chez eux. Donc il y a toujours quand même des exceptions, mais d'une manière générale, aujourd'hui, on a quand même un turnover qui est plus régulier qu'il y a quelques années. Donc voilà, on a essayé de mettre nos arguments sur la table. Et puis après, au final, c'est Victor, son entourage, son agent qui décide. Et ils ont finalement décidé d'opter pour une autre proposition. Eh bien voilà, je pense que le choix n'a pas été simple parce que peut-être que dans sa tête, avant le Tour de France, il avait tourné la page Cofidis. Et puis, bah, il a vécu un Tour de France fantastique. On a vraiment je veux dire, on était à fond derrière Victor, on l'a soutenu dans tous les moments. Contrat signé ou pas contrat signé, ça a vraiment rien changé parce que c'est un garçon attachant, c'est un garçon qu'on apprécie beaucoup. Mais après, bah, dans un contrat, il faut accepter que la personne aille chercher d'autres sources de motivation. Donc voilà, après, comme je le dis, il faut à un moment donné savoir se fixer une limite financière et si sur cette limite financière, les arguments ne sont pas suffisants pour garder le coureur, eh bien, sans scrupule, sans problème, il faut le laisser partir. Moi, j'utilise la méthode Patrick Lefebvre. Hein, je connais bien Patrick parce que j'ai été avec lui. Et à un moment donné, Patrick, bah, il n'a pas de mal. Quand il a un Viviani au sommet de son art, il le vend à Cofidis. Et puis on voit ce que ces Cofidis ça a donné. C'était pas terrible, terrible. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les résultats que les coureurs vont nous amener. Ceux qui nous ont amenés, c'est formidable. On, on fête ça avec du champagne. On est ravis. Mais à un moment donné, ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'est-ce que va nous amener le coureur, quelles sont encore ses capacités de progression, où est-ce qu'il peut aller. Et aujourd'hui, on estime que jusqu'au montant qu'on a proposé, eh bien, c'était raisonnable. Au-delà, c'est vraiment faire prendre un risque pour la structure et on préfère que ce risque soit pris par une autre structure. Mmh. OK. Et pour rester ce mercato, il y a eu énormément de mouvements chez vous avec, 12 départs et 12 arrivées. Si je me trompe pas, derrière Astana, vous êtes la deuxième équipe où il y a eu le plus de changements. Qu'est-ce qui explique tous ces mouvements?
il y a plusieurs choses. D'abord, comme je vous le disais, le cyclisme moderne, il faut s'habituer à du changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intérêts des coureurs sont défendus par des agents et les agents, eh bien, eux, ils ont envie de faire bouger les lignes. Ils sont payés au pourcentage et bah, il faut bouger parce que si vous signez un contrat de 5 ans, bah, c'est étalé sur 5 ans. Donc ça, c'est la première, je pense, la première des raisons. La deuxième, c'est qu'un coureur, quand il est dans une équipe depuis un certain temps, il a aussi envie de changer. Vous l'avez vu, nous, on a quand même Pierre-Luc Périchon, Rosé Rada, Wesley Creder, Yael Wallace qui ont pris leur retraite. Ça veut dire que ces 4 coureurs-là n'ont pas re-signé dans une autre équipe et continuer avec 4 coureurs qui n'attirent pas les intérêts d'une autre équipe, ça aurait été une erreur pour Cofidis parce qu'il est clair que demain, si vous mettez Pogacar sur le marché, il va trouver une équipe tout de suite. Donc un coureur qui n'attire pas les convoitises, c'est peut-être un coureur qui ne va pas vous donner non plus une satisfaction parce qu'on est tous à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Et, et aujourd'hui, un coureur qui se retrouve sur le bord de la route sans attirer les intérêts d'une autre équipe, c'est peut-être un coureur qui a fait son temps et qui doit tourner la page. C'est toujours difficile à dire, hein, parce que moi j'ai aussi été coureur et on a parfois des fois des coureurs, des agents qui poussent parce qu'ils se disent, allez, c'est un an de plus, c'est un an de plus, mais un an de plus pour faire un an de plus, si les résultats sont pas à la hauteur, pour moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est un métier quand même extrêmement difficile, de plus en plus difficile, extrêmement exigeant, on le voit, où il faut pas se dire, je fais une année pour avoir un an de salaire en plus. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Parce que c'est se dire, allez, je vais encore gratter un an de salaire parce que ça va être difficile dans la vie normale d'avoir le salaire d'un coureur cycliste. Tout ça, c'est un truc que je jette à la poubelle, j'ai pas envie d'entendre. Si à un moment donné, un coureur, si on a envie de continuer avec un coureur, c'est parce qu'on estime vraiment qu'il a les capacités de s'exprimer sur le vélo, de prendre du plaisir à faire du vélo, de prendre du plaisir à aller chercher un résultat et essayer justement d'aller vers les sommets. Et donc, on a eu toute une catégorie de coureurs qui nous ont aussi un peu déçus, comme Consoni. On lui a fait une totale confiance pour se préparer pour le Giro. Bah, si vous regardez ses résultats 2023, ils sont pas à la hauteur non plus de nos attentes. Chimolai, ça n'a pas été simple non plus au niveau au très haut niveau, hein, parce que évidemment quand on fait appel à un spécialiste du lead out, c'est pour lancer Brian Cocard sur la Via Roma à San Remo, c'est pas pour lui lancer les sprints sur une étape du circuit de la Sarthe. Vous comprenez que pour faire ça, on peut faire appel à des profils un peu plus jeunes. Donc voilà, tout ça mêlé fait que plus aussi des coureurs qui ont été, et là c'est un honneur pour nous, qui ont été courtisés par d'autres formations. Je pense à un Max Walscheid, par exemple, qui part chez Jayco Alula. Ça veut dire que c'est un coureur qui a marqué les esprits, qui a besoin. Et là encore, dans un cas comme celui-là, on évalue toujours le retour investissement, retour sur investissement. Et si on estime qu'à un moment donné, jusqu'à un certain tarif, eh bien, ça vaut le coup. Au-delà, on préfère aussi laisser une autre équipe prendre le risque et puis, et puis voir ce que ça va donner. On peut se tromper, hein, on s'est, on s'est pas beaucoup trompé depuis des années, mais on peut aussi se tromper. On a des fois des bonnes surprises, on a des moins bonnes surprises. Maintenant, le mercato est toujours aussi, et parce que je vois de temps en temps des internautes, des gens se manifester en disant oh, ils ont pris ci, ils ont pris ça, c'est pas terrible, lui, il fallait me prendre lui, etc. Bien sûr que si j'avais un budget non limité, j'essaierais d'aller chercher Van Der Poel, j'essaierais d'aller chercher Wout van Aert, j'essaierais d'aller chercher Pogacar, j'essaierais d'aller chercher Vingegaard. Sauf qu'à un moment donné, vous avez une feuille de route avec un budget qui est limité. On est une équipe française, donc une équipe qui est soumise aux charges patronales. C'est un peu de la concurrence déloyale avec toutes les équipes qui emploient les coureurs en travailleurs indépendants parce que c'est pas la même ligne budgétaire. Donc moi j'ai une enveloppe, j'essaie de faire avec cette enveloppe et je pense qu'avec l'enveloppe dont je dispose aujourd'hui, on a fait les meilleures recrues possibles et honnêtement, je suis vraiment fier du mercato parce que ce sont des coureurs qui peut-être sur le papier ne parlent pas à certains internautes,
Mais là encore, je leur donne rendez-vous fin 2024 parce que si on écoute aussi beaucoup d'internautes, après le Tour de Suisse, tout le monde disait: «Oh, Izagirre, qu'est-ce qu'il va aller faire au Tour de France? Il est nul au Tour de Suisse, blablabla, blablabla». Bah, il a gagné une étape au Tour de France et là, on les entend plus les internautes. Dans un cas comme ça, ils parlent plus. Donc derrière son clavier, c'est toujours facile de critiquer, mais en réalité, eh bien, ce qui compte, c'est le travail qui est effectué par les uns et par les autres, et puis surtout nous donner la confiance au coureur, parce que le coureur a besoin de confiance. Il sait très bien que quand il termine 80e d'une course, bah, c'est pas terrible, on n'est pas content, ça sert à rien non plus de l'accabler. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver justement la clé pour lui permettre de retrouver le devant de la scène. Peut-être des stages, peut-être changer son alimentation, changer sa stratégie en course, et ça, c'est le travail de toute mon équipe et j'en suis plutôt fier. Donc, on a été chercher des coureurs qui ont déjà fait des très bons résultats, qui travaillaient beaucoup pour leur leader au sein de leurs équipes. Et il est clair que quand vous travaillez pour un leader, que ce soit chez Lidl Trek, chez Israël ou dans d'autres équipes, eh bien, dans le final des courses, vous avez peut-être moins de facilité à aller faire un résultat et du coup, les gens se disent: «Ah ouais, mais bon, ces résultats sont pas terribles». Sauf que quand vous avez jamais fait de vélo, bah, vous pouvez pas comprendre que quand vous vous mettez, la gueule en travers pendant 150 kilomètres pour un leader, bah, vous pouvez pas faire partie du top 10 à l'arrivée. C'est pas possible. Ou alors c'est vous le leader. Et bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce mercato. Maintenant place à 2024, où est-ce que vous en êtes un peu de la programmation pour, les coureurs et compagnie? Et si vous pouvez nous donner, allez, quels seront vos objectifs principaux pour, cette prochaine saison? Alors on a eu, un stage administratif dans la foulée de Guangxi parce que c'est vrai qu'avec la fin de saison tardive entre le Japon, Guangxi, et les autres courses, c'est toujours difficile. Donc on a accueilli l'ensemble des équipes hommes et femmes, sur un stage administratif d'une semaine. On a écouté, chaque coureur, chaque coureuse, et à partir de là, on est en train de travailler sur la feuille de route 2024. On aura la semaine prochaine 2 jours de travail avec la performance, avec la direction sportive. On a déjà une petite idée du calendrier des uns des autres. Maintenant, il faut essayer de le mettre sur papier, regarder la cohérence des compositions d'équipe aussi, parce qu'on doit faire plaisir à 30 coureurs, mais on doit aussi surtout faire avancer Cofidis. Et donc, quand on va sur une course, on va pas pour faire plaisir aux 7 coureurs sur cette course-là. On va parce qu'on a une stratégie, parce qu'on veut essayer de gagner cette course, parce qu'on veut essayer de rivaliser avec les autres formations, parce que cette course, elle s'inscrit dans une logique de préparation pour d'autres courses, etc., etc. Donc là, on a 2 jours de travail intense la semaine prochaine, les 21 et 22. À la suite de ces 2 jours de travaux, on va avoir une photographie, pas définitive, mais une première photographie du programme des 30 coureurs de l'équipe, et on entend finaliser le programme de chacun sur le stage, de Denia qui aura lieu du 9 au 17 décembre. À partir de là, les directeurs sportifs référents de chaque coureur vont communiquer à ces coureurs le programme de 2024 jusqu'au Tour de France, c'est-à-dire que les 6 premiers mois. Et puis, eh bien, derrière, il faudra essayer de faire le maximum pour atteindre les objectifs. Mmh. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner deux trois petites pistes, sur, je sais pas, les objectifs d'un Guillaume Martin ou d'un Brian Cocard? Alors, Guillaume est resté au Japon après la Japan Cup, donc on ne l'a pas vu, on doit encore en discuter avec lui. L'objectif l'année prochaine, c'est peut-être d'enchaîner 2 grands tours, probablement Tour Vuelta, parce que c'est l'enchaînement qui est le plus logique. Et puis essayer de lui redonner de l'oxygène sur des courses d'un niveau un peu moindre, parce que c'est pas évident quand vous devez lutter face à Pogacar et Vingegaard sur des courses, c'est toujours difficile de tirer son épingle du jeu. On a vu que David Gaudu avait réussi à le faire sur Paris-Nice, mais il s'est mis tellement dans le rouge qu'il a eu du mal à se refaire derrière. Et on sait qu'un Guillaume Martin, c'est un coureur qui est capable de gagner le Tour de l'Ain, enfin des courses de cette catégorie. Donc on va essayer de lui concocter un programme, bah, qui lui permette aussi d'avoir des satisfactions personnelles. Mmh. Et sur Brian Cocard aussi, quelques petites pistes ou, Alors, Brian, évidemment, ça devrait être notre sprinter pour le Tour de France. Brian a des envies de Giro, mais c'est vrai que enchaîner Giro et Tour de France,
C'est un risque, c'est un risque. On veut voir, Brian Cocard au départ du Giro sur 2024 ou 2025. Mais avec le Tour de France qui a été présenté il y a 2 semaines maintenant, je pense honnêtement que Brian a tout intérêt à ne disputer que le Tour de France en 2024 et peut-être avoir des yeux sur le Giro en 2025. Donc Brian nous a donné une totale satisfaction. Ça sera notre sprinter numéro un. Il a l'expérience et ce qu'on a réussi à faire avec Victor Lafay et avec Yon Izagirre sur le Tour de France 2023, j'espère qu'on arrivera à le faire avec Brian Cocard sur le Tour de France 2024. Ouais, OK. Et aussi un petit mot sur ça, parce que ça reste quand même toujours dans les esprits. C'est le classement UCI. Donc, on a recommencé un cycle là en 2023 qui s'étend sur 3 années. Comme j'ai dit auparavant, vous êtes 14e sur cette première année. Est-ce qu'il y a toujours, est-ce que ça reste dans le coin de la tête? Est-ce que c'est toujours un peu une crainte ou où est-ce que vous en êtes avec ça? Je pensais qu'on était 15e, en fait. Si on est 14e, c'est mieux, hein, mais Ouais, moi je pensais qu'on alors, on est je viens de voir que 14e. vous êtes, enfin, j'ai vu que vous étiez 14e, c'est pour Ah ça. bon, bah c'est ouais, vous voyez, moi je pensais qu'on était 15e. Non, en fait, c'est pas une obsession. Évidemment, la nouvelle donne du cyclisme, elle impose à toutes les équipes d'avoir un œil régulier sur le classement. On est obligé de regarder où on se situe, un peu comme quand on est à l'école, parce que voilà, c'est ce qui nous anime, et surtout parce qu'il y a désormais un système de relégation et de promotion. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie des 18 meilleures équipes au terme des 3 ans, eh bien, vous perdez votre licence. Donc, bah, nous, notre objectif, c'est de rester en UCI World Tour. Mais comme je le dis à toutes mes équipes, je pense que tant que les résultats sont présents, on ne doit pas s'occuper du classement. C'est pas notre priorité. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir les meilleurs résultats. Et on le voit sur la plupart des courses où on a brillé, bah derrière, ça s'est traduit par un bon classement. Je crois qu'on a dû être à la 10e place. Enfin, on oscille souvent entre 10 et 15, sans jamais être en difficulté par rapport au maintien. Et ça doit être notre objectif. Maintenant, il est clair que si on est 11e, eh bien, 11e, moi, j'aime pas trop. Je préfère être 10e qu'11e. On se dit, allez, on vise un top 10, par exemple. Mais ce n'est pas la priorité. En fait, on ne court pas en essayant d'aller chercher des points, parce que ça, c'est la pire des stratégies qu'on pourrait utiliser. Il y a des équipes qui le font, mais en réalité, l'objectif, c'est d'abord d'aller chercher un résultat. Et quand on va chercher un résultat, les points sont toujours associés. C'est un peu comme quand vous faites la chasse, quand vous êtes coureur cycliste, si vous courez pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Il faut d'abord courir pour gagner des courses. Et quand vous gagnez des courses, vous gagnez forcément de l'argent derrière. Donc là c'est un peu la même chose. Notre objectif en 2024, ça va être d'aller chercher peut-être une vingtaine de victoires. Bon, c'est toujours difficile d'afficher un chiffre, mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a, essayer de se mettre la barre des 20 comme objectif. Si c'est 16 victoires, si c'est 18, eh bien, ça sera bien aussi, mais essayer d'aller chercher 20 victoires. Surtout, faire perdurer le succès sur les routes du Tour de France. Je rêve d'un maillot bleu, blanc, rouge parce que j'ai jamais réussi à l'avoir en tant que coureur cycliste et j'aimerais bien l'avoir en tant que manager. Alors, Victoire Berthaud, elle nous a régalé à Cassel parce qu'elle a réussi à aller le chercher. Et là, ça a été un grand moment d'émotion pour toute l'équipe Cofidis, pour toute l'entreprise Cofidis. Mais on aimerait bien l'avoir aussi chez les hommes. Donc, si on pouvait avoir un maillot bleu, blanc, rouge, hommes et femmes, ça serait formidable. Et puis, je garde en tête cet objectif de briller sur un monument parce que les monuments sont un peu comme le Tour de France, sont des courses hors catégorie. Alors, c'est vrai que c'est dur avec Pogacar, avec Van Aert, avec Van Der Poel. C'est difficile d'aller les chercher. Mais sur certaines courses, on peut trouver l'ouverture avec une motivation décuplée, avec une bonne préparation, avec un noyau fort autour d'Axel Zinglet, qui est quand même une valeur montante du cyclisme. Eh bien, je pense qu'il y a des opportunités à saisir sur les 2 prochaines saisons. Mmh. Alors, pour être clair sur le point du classement, alors effectivement sur Pro Cycling Stats, vous êtes 14e, mais sur le site de l'UCI, vous êtes 15e. Donc Ah voilà. bon, ça change pas grand-chose, mais mais Non, c'est parce bien que ça. 14 ou 15, peu m'importe. Je veux dire, Oui. c'est pas, on serait 13e, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, le cyclisme n'est pas que le monde du football. C'est-à-dire que quand au football, vous êtes quatrième équipe ou huitième, c'est pas la même chose parce que vous n'avez pas le même montant de droits de télévision. Nous, qu'on soit 11e équipe ou 15e équipe, on n'a pas de droits de télévision.
Donc ça change rien et on maintient notre statut en UCI World Tour. Ce qui compte, c'est faire partie des 18 meilleures équipes. Après, je peux comprendre le challenge d'Abu Dhabi et donc de UAE et de Jumbo pour essayer d'être la meilleure équipe parce que être 1er ou 2e, c'est pas pareil, évidemment. Mais vous comprenez bien qu'être 11e ou être 15e équipe, ça change pas du tout mon quotidien. Ça m'empêche pas de Ouais, dormir. très bien. Et beh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir notre pari, de relancer certains coureurs parce que sur les coureurs qu'on a recrutés, on va relancer Alexis Goujard, on va relancer Ben Hermans, on va relancer Kenny Lisson, c'est-à-dire que ce sont des coureurs à qui on va redonner de l'autonomie, on va leur permettre d'essayer d'aller rechercher des bons résultats. On a Stanislav Aniolkowski qui est un super sprinter aussi, qui peut vraiment être une des grandes révélations de l'année 2024. Voilà, je pense que ça va être notre challenge, c'est essayer rapidement, et très, quand je dis rapidement, c'est dès le début de saison, bah, de redonner confiance à ces coureurs pour qu'ils puissent atteindre leur meilleur niveau. Et puis derrière, eh bien, les autres suivront forcément, parce que quand vous faites partie d'une équipe qui gagne, vous n'avez pas d'autre alternative que de gagner, d'avoir un super niveau, sinon vous regardez les courses à la télévision chez vous, dans votre sofa. Ouais, très bien. Et beh, merci beaucoup Cédric pour cette interview, sur Cyclisme Actu et bon courage et bonne saison. Merci beaucoup, au plaisir, au revoir. Merci.